evening gets long about this time, and there's 5 anxious nominees out there, so I'm going to kind of cut to the chase. The Oscar goes to, this is a big surprise, Steven Spielberg for Schindler's List. I actually, I have friends who have won this before. And I swear, I have never held one before. This is the first time I've ever had one of these in my hand. Au milieu des années 90, Steven Spielberg est un homme fatigué. Il ressort du tournage de La Liste de Schindler, un film important pour le monsieur puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un bouquin. Et adapter des bouquins, c'est une grande passion pour Spielberg. Mais surtout, il traite d'un sujet qui lui est cher. La déportation des Juifs. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, oui. C'est aussi un film qui ressort dans sa filmographie puisqu'il est sombre et que la réalisation est bien loin de son cinéma blockbuster habituel, prouvant au passage que le réalisateur, connu dans le monde entier pour son cinéma popcorn, détient de nombreuses casquettes, dans tous les sens du terme. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur et qui ressort dans sa carrière donc, mais qui lui sera surtout particulièrement éprouvant. Aussi, Spielberg décide de faire une pause avec la réalisation, le temps pour lui d'être producteur sur d'autres projets ou encore consultant pour un parc d'attractions. Ce qui est un truc que tu ne peux faire a priori que quand tu t'appelles Steven Spielberg quand même. Oui allô bonjour, c'était pour prévenir que je viendrai pas travailler aujourd'hui. Ah merde, t'es malade ? Malade non pas du tout, en fait c'est juste que j'ai décidé de faire une pause avec mon activité de préparateur polyvalent dans le domaine du Big Mac afin de redompter l'inspiration et de produire des longs métrages de qualité discutable. D'accord. Voilà. En parallèle à tout ça, Michael Crichton, auteur du premier livre Jurassic Park, déclare qu'il prévoit d'écrire une suite. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que tout le monde lui casse les putes. Pardon. Non pas parce qu'il le veut, mais à cause de la pression de son entourage. En effet, après le succès colossal du premier film Jurassic Park, qui gonfle au passage la notoriété du bouquin, le monde entier réclame une suite, que ce soit les lecteurs, les spectateurs, les studios. Le seul qui n'en veut pas finalement, c'est Crichton. Et moi. Mais moi on m'écoute jamais de toute façon. La suite, il l'écrira finalement et Spielberg en achètera aussitôt les droits d'adaptation, y voyant une occasion rêvée de se remettre au travail avec quelque chose de familier et surtout de rentable. Jurassic Park, Le Monde Perdu sortira donc en 1997, soit la même année que... Le Pari, avec les inconnus. Génial ce truc. Le film s'ouvre sur Isla Sorna, une île différente de celle du premier film où une riche famille a accosté et se paye du bon temps grâce à Bernard, qui leur sert du Perrier Jouet Fleur de Champagne 1989, une bouteille qui coûte le prix d'une jolie figurine aujourd'hui. Merci Bernard. La gamine s'éloigne de ses parents pour aller jouer un peu plus loin à niquer la plage, visiblement, et fait une rencontre bien singulière en tombant nez à nez avec un Compsognathus, un petit dino tout mignon qu'elle va nourrir avec du roast beef. Ah bah c'est sûr que là comme ça on se méfie pas, hein. Il est tout petit, il est tout mignon, mais il reste dangereux. Parce que quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Je parle toujours des Compsognathus, là on est bien d'accord. Hein. Et justement, tout le groupe de petits dinos se ramène et la gamine a l'air moins rassurée déjà. Et elle a raison, je pense qu'elle va me manquer de roast beef. Les cris de la gamine alertent finalement les parents et le staff qui se précipitent pour l'aider, mais trop tard, la gamine s'est fait becter. Un enfant qui se ferait tuer dans un film de Spielberg ? Il n'y a donc plus rien de sacré ? Bon, on apprendra plus tard que la gamine est simplement blessée. Et le hors-champ nous laisse quand même vachement penser qu'elle s'est fait bouffer. Chez Spielberg, les enfants c'est toujours les héros, dégourdis et tout. Là, choisir un gosse comme première victime, je pense que le monsieur essaye de nous dire qu'il est pas là pour enfiler des perles aux sauterelles. Ouais. Grâce à une habile transition qui associe un cri et un bâillement, on retrouve Ian Malcolm dans le métro, seul membre de l'équipe du premier film à être présent dans la suite. C'est comme un signe quoi, et comme si le casting du premier film avait trouvé l'histoire tellement claquée au sol qu'ils avaient pas voulu jouer dans la suite et qu'ils essayaient de nous avertir par leur absence. Mais rien à voir, dans le livre aussi, il y a que Ian Malcolm comme personnage. Ah, ils ont même pas voulu jouer dans le bouquin. Trop nul quoi. Bref, 4 ans se sont écoulés depuis les événements sur Isla Nublar. 4 ans durant lesquels Malcolm a vu sa réputation et sa carrière réduites en miettes pour avoir tenté de révéler au monde l'existence des dinosaures, transgressant ainsi la clause de confidentialité qu'il avait signée avant d'aller sur l'île. 4 ans durant lesquels public et scientifiques se sont foutus de sa gueule, jusque dans le métro. Le temps de retrouvailles absolument superflu avec les gosses du premier film, et nous avons le plaisir de rencontrer Peter Ludlow, le neveu de Hammond qui a étouffé toute l'affaire d'Isla Nublar en niant en bloc les révélations de Malcolm et qui est destiné à reprendre les rênes de InGen après l'incident de la scène d'intro. Peter Ludlow, que personnellement j'appelle Jean-Michel FDP parce que... quand même quoi. Attention. Ce costume vaut plus cher que votre éducation.
D'ordinaire, j'évite de trop m'avancer. Mais là, je pense pouvoir affirmer que toi, tu vas mourir fort. Malcolm a ensuite son entrevue avec Hammond, dont la santé est manifestement sur le déclin. Et donc là, il faut s'accrocher, parce que c'est un petit festival d'annonces. Petit 1, le site B. Hammond apprend à Malcolm l'existence d'une deuxième île, où il faisait naître les dinosaures, les élever quelques mois avant de les déplacer vers Isla Nublar où se trouvait le parc. Bon, on a vu des naissances de raptors dans le premier et c'était sur Isla Nublar, mais admettons. Petit 2, un ouragan a dévasté les installations du site B. Clôture, installation de sécurité, usine, tout ça c'est fini, les dinosaures sont maintenant tout à fait indépendants. Petit 3, la lysine. Les dinosaures ont évolué pour ne plus être déficients en lysine comme ils l'étaient dans le premier, et ainsi survivre à leur guise. Wouhou, c'est catastrophique. Est-ce que vous le voyez, le visage de Malcolm qui se crispe un peu plus à chaque pas qu'il fait dans la conversation? Eh ben c'est pas fini. Petit 4, Hammond souhaite envoyer un groupe de personnes sur l'île pour constituer un dossier sur les animaux qui y vivent. Et fait à cause de l'incident de la scène d'intro, la présidence d'InGen lui échappe, et son petit sanctuaire du site B risque d'être saccagé. Il ne lui reste donc que l'opinion publique pour sauver le site, d'où l'intérêt pour lui de constituer un dossier photo sur la faune de l'île. Pour cette expédition, plus que dangereuse, Hammond a constitué une équipe colossale, composée de 4 personnes. 4. Et puis attention, pas n'importe qui. Un vidéaste, un spécialiste des équipements d'expédition, dit comme ça sonne comme un mec qui est juste balèze pour replier la tente 2 secondes, un paléontologiste et Malcolm lui-même. Alors bien sûr, Malcolm refuse, hein, mais... Hammond lui annonce que le paléontologiste dont il est question est Sarah Harding. Ah! C'est qui? Sarah Harding, c'est la petite amie de Yann. Ah! Eh ben, c'est pas grave ça. Et qu'elle est déjà sur l'île, seule, sans armes ou moyens de défense, et qu'elle ne sera rejointe par les autres que dans 3 jours. Hammond a face à lui un homme à qui il a fait traverser l'enfer en ressuscitant les plus féroces prédateurs que la Terre ait connus. Il a ruiné sa carrière et sa réputation en le faisant passer pour un menteur et pour un fou, en niant ses révélations, et néanmoins, il lui annonce, solide sur ses appuis, que sa copine est seule sur une île remplie de dinosaures, et qu'elle le restera pendant 3 jours. Et il est content, l'autre abruti. Je suis désolé, mais je vois qu'une seule issue valable à cet échange. Putain, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, nous avons appris la mort du milliardaire John Hammond à la suite d'un entretien qui aurait mal tourné. L'ex-PDG d'InGen aurait été strangulé par son ancien collaborateur, le professeur Ian Malcolm. Pour rappel, le spécialiste de la théorie du chaos en faveur de l'évolution était raillé de la communauté scientifique et du grand public depuis plusieurs années pour des propos loufoques qu'il tenait concernant des dinosaures prétendument revenus à la vie. Il a été mis en examen hier après-midi. Et dans la suite de l'actualité, qui l'eût cru, les dinosaures existent. C'est l'incroyable surprise à laquelle a eu droit une famille lors de sa croisière au large du Costa Rica. Ah ben c'est sûr, ce n'est pas banal, aurait déclaré le père qui garde le moral malgré l'hospitalisation de sa fille. On lui souhaite un bon rétablissement. Football maintenant. Bref, Malcolm est maintenant contraint d'aller sur l'île pour ramener Sarah, parce que comme il le dit si bien... Ça n'est plus une expédition de recherche, maintenant c'est une équipe de sauvetage. Et l'autre con, il est content. Alors j'en ai 1, j'en ai 2, 3, 4, eh ben je les ai tous, j'ai bien niqué. Hop là. On retrouve ensuite Malcolm en pleine préparation de l'expédition avec le spécialiste des expéditions. Ça fait sens. On y rencontre le photographe qui se greffe à la mission, ainsi que Kelly, la fille de Yann. Kelly est contrariée du départ précipité de son père, puisqu'elle va devoir aller vivre chez Karen. Et que Karen, elle a même pas de Sega. C'est carrément une troglodyte. La nulle, quoi. Une scène dans laquelle nous découvrons le père célibataire dysfonctionnel, bien que volontaire, qu'est Malcolm. Par exemple, il se souvient que sa fille fait de la gym, mais il se souvient pas qu'elle a été virée de l'équipe. La nulle, quoi. N'écoutant que son père, qui lui a conseillé de ne pas l'écouter, c'est pas simple. Kelly se balade et se faufile dans un des camions de l'expédition. Elle y observe une carte sur laquelle figure une archipel appelée la Cinco Muertes, la mort en espagnol. Pardon, j'ai des PTSD. La Cinco Muertes donc, où le montage nous téléporte en faisant une fois de plus une jolie association. Notre équipe approche de l'île, mais le capitaine explique qu'il ne veut pas remonter le fleuve davantage parce que cette île est pleine d'histoires de pêcheurs qui ne reviennent jamais. On s'en fout, on n'est pas pêcheurs. Il débarque donc tout le monde sur la rive et reste dispo par téléphone pour venir les chercher plus tard. Et la voilà, l'équipe de sauvetage, comme le disait Malcolm. 2 Mercedes et puis une caravane. Oh bah ça a de la gueule, hein, c'est sûr, ça valait le coup de quitter la pièce avec une jolie punchline bien stylée sur le fait que maintenant c'est une mission de sauvetage. Tout ça pour partir avec les 4 mêmes pélos prévus à la base pour faire un dossier photo. Non j'abuse, ils ont renforcé l'équipe, c'est vrai. Avec un photographe. Leur premier réflexe sur l'île, très logiquement, c'est de localiser Sarah grâce à son téléphone GPS. Malheureusement, Malcolm ne trouve que le sac de Sarah et présage le pire.
Quand soudain, la surprise, l'émerveillement et la stupéfaction, des stégosaures font leur apparition. Oh putain, c'est beau, ça rime. Je note ça, ça peut servir. Vu que le groupe a manifestement arrêté de chercher Sarah, c'est la caméra qui la retrouve. Et genre, elle était vraiment à 5 mètres à côté de notre équipe de choc. Et puis comme elle est taquine, elle fait sursauter le photographe, qui joue la surprise comme personne. Yann et Sarah se retrouvent et ils ont l'air heureux de se retrouver. Waouh, quel couple fusionnel décidément. Yann lui rend son sac. Est-ce que tu as été attaqué? Ah non, c'est mon sac porte-bonheur. Il a toujours été dans cet état. Son sac porte-bonheur. Ensuite, Sarah remarque un petit dino, s'approche et le caresse. Ça doit être ça qu'elle appelle... comment disait Hammond déjà? Elle se prend pour Diane Fossey. L'observation sans interférence, a-t-elle dit? L'observation sans interférence, voilà. Malheureusement, le Nikon F5 qu'utilise Sarah s'emballe, ce qui énerve les stégosaures qui foutent un coup de pression à Sarah avant de s'en aller. Retour au campement où nos héros découvrent un feu qui a été allumé par notre invité surprise, Kelly. Kelly qui a désobéi à son père et qui s'est caché dans le camion de l'expédition. Oui, sûrement un challenge TikTok à la con, ça, c'est sûr. Yann, ayant de plus en plus de raisons de vouloir se barrer, souhaite utiliser la radio pour contacter le bateau, ce qui, comme d'habitude, ne lui apporte que des moqueries. C'est-à-dire, veux si pas jamais trop tu te d'espoir. sens assez qualifié pour ça, tu peux essayer de mettre le bouton sur on. Oh, cette condescendance. T'as raté une jolie carrière d'informaticien, toi, tu sais. Tu connais Denis Nedry? Violence et technologie ne font pas bon ménage. Ah bah si, carrément. Si tu savais le nombre de trucs que j'ai réparés juste en tapant dessus. On appelle ça la tape technique. Et ça marche même avec certains humains. Soudainement arrive sur l'île un convoi aérien d'InGen, envoyé non pas par Hammond, celui-là, mais par Jean-Michel FDP. Un convoi que Malcolm observe en tenant ses jumelles à l'envers. Ouais, la vache, c'est écrit petit, mais je crois que c'est InGen, ouais, je crois que c'est ça. Une deuxième équipe, donc, qui aura un objectif légèrement différent de celui de la première équipe et de son PowerPoint sur la faune 10 la Sorna, hein, puisqu'ici, l'idée, c'est de... Bon, c'est pas très subtil certes, mais blague à part, ça a déjà un peu plus la gueule d'une expédition qui se rend sur une île remplie de dinosaures. Au moins, ils ont pas juste deux mercos et un food truck. Jean-Michel FDP a donc pris la tête d'une seconde expédition pour capturer un maximum d'animaux et les ramener sur le continent. Le but étant de refaire un parc en plein milieu de San Diego. Oui, mais qu'est-ce qu'il pourrait foirer, c'est vrai. À croire que personne dans l'équipe n'a vu King Kong. Pour réaliser son safari de l'extrême, Jean-Michel FDP est accompagné de tout plein de chasseurs et de Joe Satriani. Roland Tambo. Roland. Un super chasseur qui a pour objectif personnel de chasser un T-Rex mâle. Spécifiquement un mâle. Parce que les filles, c'est trop nul quoi. Dans l'équipe, on a aussi Patrick Wikipédia, un gars super calé en dinosaures. Joli chapeau. C'est un gars qui peut t'expliquer comment les dinos vont te manger, juste avant qu'ils te mangent. C'est super. Bon bah du coup, grâce à leur matos de pointe, ils capturent plusieurs spécimens de dinosaures sous les yeux de nos héros qui contemplent avec colère la folie des hommes dans sa forme la plus pure. Oh putain, mais c'est beau! Je suis en forme aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Patrick Wikipédia trouve un Compsognathus. Il est dangereux? Bah, et quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a... Non, je crois pas. Non, parce qu'il est présumé être un nécrophage comme les chacals. Oh bah oui, tu iras dire ça à la gamine de la scène du début, je pense qu'elle a bien vu comment il était pas dangereux ton nécrophage. Et je crois qu'on dit des chacos. Bon bah alors, pendant que machin bolosse le Compsognathus avec son bâton électrique... Je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Écoutez, arrêtez. Je m'en souviendrai. Tembo, de son côté, s'est mis en chasse de son petit succès personnel, un T-Rex mâle. Ce faisant, il découvre un nid de T-Rex où se trouve seulement le petit en train de becqueter. Et donc, bien entendu, ce gros génie capture le petit afin d'attirer les parents là où il le souhaite. Alors dans le premier, je dis pas. Mais dans celui-là, moi je compte officiellement pour les dinosaures. Allez-y, bouffez-moi tous ces cons, là. C'est pour réguler. Pendant ce temps, Ludlow fait une présentation aux potentiels partenaires et mécènes de son projet de V2 de Jurassic Park en plein milieu de San Diego. Nos héros en profitent et se faufilent pour libérer les animaux, ce qui perturbe légèrement la présentation. Ainsi que le piège de Tambo. Alors, on va l'appeler Roland à partir de maintenant, parce que j'ai jamais écrit son nom deux fois de la même manière dans mon script. C'est d'ailleurs une formidable occasion pour libérer le petit T-Rex. Bon, vous le libérez, d'accord, j'entends. Mais après, vous le laissez là, hein. Ou, admettons, je sais pas, vous le déposez en pleine nature, ses parents viennent le récupérer et advienne que pourra. On est d'accord. Pas de réflexion, s'il te plaît. Kelly, chérie, reste en arrière. N'approche pas. Chérie. Ne t'approche pas, d'accord? C'est... Je le tiens. Non, attention. Ouais, fais attention à ça. Non, chérie. Il va Glisse, non, chérie, non. Ne t'approche pas, fais attention à ça. L'observation sans interférence, donc.
Bon bah du coup il ramène le petit dans la caravane parce qu'il a la patte cassée, qu'il risque de plus pouvoir courir, blablabla. Et Kelly commence à paniquer à l'idée que le petit attire ses parents. Peur justifiée. Yann la conduit donc auprès de Eddie, occupé à installer un abri en hauteur. Et entre-temps, il s'est mis à pleuvoir aussi, parce que sait-on jamais, les scènes suivantes rendront peut-être mieux sous la pluie. Quand soudain, retentit un cri qui glace le sang de tout le monde. Ah putain, c'est vrai qu'il a de la voix ce dinosaure. Hein. Déjà qu'il est super dangereux, en plus si tu rajoutes le bruit. Et l'odeur ? Je parle toujours des dinosaures, on est d'accord là-dessus. Malcolm essaye de contacter la caravane pour les avertir du taquet qu'ils vont bientôt recevoir, mais bien sûr, personne ne répond et il est obligé d'y aller en personne. À la seconde où Malcolm pénètre dans la caravane, papa et maman font savoir qu'ils ne sont pas contents en envoyant balader une voiture. Et on dit tous au revoir au contrôle technique. Et vous l'aurez compris, on arrive dans une scène clé, mettant en scène non pas un, mais 2 T-Rex, pour bien marquer la surenchère par rapport au premier film. Et bon ok c'est cool, la scène de la caravane marche plutôt bien. Personnellement, si j'étais à leur place, là, maintenant, sur le plateau de tournage, je pense que je fais un arrêt cardiaque. Comprenant que les T-Rex recherchent simplement leurs petits, nos héros décident de leur restituer. Les T-Rex repartent donc a priori dans la jungle, heureux d'être réunis. Soudainement, Malcolm utilise son super pouvoir, qui consiste à comprendre instantanément une situation et l'origine d'un danger, mais de quand même mettre des plombes avant d'en avertir les autres. Démonstration ? Accrochez-vous, ça va faire mal. Un poil plus tôt. Ce serait possible de prévenir juste un poil plus tôt, histoire que les gens aient une vraie occasion de s'accrocher à quelque chose. Le calme aura donc été de courte durée, puisque les T-Rex reviennent pour se venger. Il nous pousse vers le bord de la falaise. Ah bon ? Mince, c'est ballot ça. Ce serait peut-être pas arrivé si vous étiez garé dans un endroit normal. Il y avait pas un autre endroit plus normal pour se garer ? C'était forcément à 3 mètres du rebord d'une putain de falaise ? Accrochez-vous à ce que vous pouvez ! Accrochez-vous à ce que vous pouvez ! Accrochez-vous à ce que vous pouvez ! Non, je déconne. Je m'en tape. Piégés à l'intérieur, Yann, Sarah et Nick vont donc progressivement être suspendus au-dessus du vide. Plus particulièrement Sarah qui va manquer de bol sur ce coup. Oh, elle a pris trop cher. Elle va donc se relever tout doucement tandis que la vitre se fissure sous son poids. Alors que c'est bien plus safe pour elle de rester allongée. Et oui, effectivement. Lorsque Sarah est couchée sur la vitre, elle répartit tout son poids de manière uniforme sur toute la surface de contact qu'elle a avec la vitre, réduisant ainsi la pression qu'elle y exerce. Lorsqu'elle se relève, en revanche, elle concentre ce même poids sur des points de contact plus petits, que sont ses mains et ses genoux. Ce phénomène, qui porte sûrement un nom, et que j'illustre ici de manière tout à fait médiocre, c'est la raison pour laquelle on marche plus facilement dans la neige avec des raquettes que sans. On répartit uniformément notre poids sur une surface de contact plus grande, et donc, avec des raquettes, on ne s'enfonce pas, alors que sans raquettes, on s'enfonce dans la neige aussi facilement qu'on s'enfonce dans la daronne de Fred. Mais dis donc, Jamie, c'est très intéressant tout ça, mais il me semble qu'on avait dit pas les mamans, non ? Non ? Allez, fais chauffer le multiplat, Marcel. On se casse. Malcolm descend pour aider Sarah et vous noterez que les T-Rex ne tapent plus. Ils voulaient manifestement ne faire tomber qu'une seule moitié de la caravane. Ah bah non mais là je vais te dire, je pense qu'on les a bien emmerdés, hein. Ils ont bien compris le message là. Bon, on se rentre ? Au même moment, Nick essaye de rattraper le téléphone qui menace de glisser. Et oh, dépêche-toi Yann, toute cette tension, c'est trop pour mon petit cœur. Yann est parvenu jusqu'à Sarah, mais plutôt que d'attraper sa main, cette débile se dirige vers son putain de sac. Quel couple fusionnel, décidément. Putain, Sarah, je suis là, prends ma main, je te tends ma main, prends ma main. Mais c'est un cabaya, il m'a coûté 80 balles. Finalement, le téléphone tombe et brise la vitre, mais Sarah est sauvée in extremis grâce à... Ton sac porte-bonheur ! Son sac porte-bonheur. Vous le notez, hein, que je fais des efforts pour pas m'énerver. Eddie arrive sur les lieux, il va pouvoir aider les autres à se sortir de là. Et il était temps. Oui, non, je sais que beaucoup de gens aiment ce passage du film, parce qu'il est très bien réalisé, c'est le moment de tension du film, avec plein de rebondissements, etc. Mais pour moi, ça a toujours été une punition, quoi. Ce moment, il est long, puis il est chiant. Genre, vas-y, qui va les aider avec ses petites foulées, puis qui fait ses petits nœuds de chaise. Oh, puis oui, vas-y, fais-le en 2 fois, hein. On a le temps, surtout. Hein. Le rythme n'est pas assez lent, il n'y a pas assez de gens en danger de mort, vas-y. Mais bon d'accord, c'est un petit plan séquence sympa, la caméra s'invite dans la caravane en passant par le pare-brise jusqu'au moment où il lance la corde.
C'est bien fait, d'accord. Ça sert pas à grand chose, mais ok, c'est cool. La caravane se remet ensuite à glisser, alors Eddie va chercher le câble sur le treuil de sa voiture. Il y va tranquille. Allez, mais c'est trop court. Bon, par contre, il faut choisir maintenant, Eddie. Soit tu magnes ton cul pour aller faire ton nœud de chaise, soit tu les laisses crever. Mais décide-toi parce que là, on commence tout doucement à s'emmerder. Pendant qu'il chope plus de mou, la corde de son côté se relâche. Oh bah ça alors, quand le sort s'acharne. Du coup, nos amis qui étaient en train de remonter, retombent. Mais heureusement, la gravité est clémente. Et oui, effectivement, car la gravité sur Isla Sorna, et ça vous le savez, est la résultante de mon énorme chibre. Allez vous faire enculer. De son côté, Eddie tire toujours son câble, vérifie que le camion glisse toujours. A priori, on dirait que oui, et décide d'aller sécuriser le truc en petite foulée. Il rampe, il galère, il donne tout ce qu'il a pour enfin réussir à accrocher son putain de câble. Enfin! Et si vous êtes comme moi, vous êtes sur le cul de voir une si petite bagnole retenir une si grosse caravane comme ça. Mais c'est pas si étonnant, en vrai. C'est pas si étonnant parce qu'elle peut pas. À peine le temps de refaire le nœud de la corde que la bagnole est entraînée par la caravane. Eddie la démarre et il entame sa meilleure marche arrière. Il appuie même sur le bouton là qui allume un voyant orange. Ouais. Et puis il repasse encore la marche arrière. Ouais, c'est la double marche arrière. Et il parvient tout doucement, mais sûrement, à remonter la caravane. Ouais, vas-y. Si t'oublies que c'est stupide, ça peut marcher. Mais pris de remords, les T-Rex reviennent. Ouais, non mais c'est vrai que nous on aime bien le travail bien fait. Et puis là sur la route du retour, je me disais... c'est con de laisser ça comme ça quand même. Bon, alors il faut quand même saluer le courage et le dévouement de Eddie qui donnera tout ce qu'il a pour maintenir le pied lourd sur la marche arrière. Même sous les assauts de 2 T-Rex, le mec ne lâche rien. Mais malheureusement, t'es en léger sous-effectif, mon lapin, donc... Salut mon pote. Ce faisant, la voiture est entraînée dans le vide avec la caravane qui, lors de sa chute, passe proprement autour de nos héros. Au poil de cul, dis donc. Mais je commenterai même pas ça. En général, c'est le signal qui m'indique qu'il faut que j'aille pisser. Les mecs remontent à la corde tant bien que mal et sont aidés une fois en haut par l'équipe de Roland, qui ont manifestement un bon fond. Un petit état des lieux montre que le matériel de communication d'un groupe a été détruit lorsque les dinosaures ont été libérés de leur cage et que celui du second groupe a fait le plongeon avec la caravane. Tout le monde est donc piégé sur l'île, sans communication. Eh ben c'est triste, mais enfin c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Allez, fin! La seule petite lueur d'espoir, évidemment, est un centre de communication à l'abandon à peu près un jour de marche. Le souci de l'opération réside dans un détail que je n'ai pas encore évoqué. Au début du film, Hammond explique que l'expédition est sans danger parce qu'elle se concentrera sur le pourtour de l'île. Or, les observations satellites qu'il fait d'Isla Sorna révèlent que les dinos les plus dangereux se réunissent au centre de l'île, alors que le tour de l'île n'abrite que les plus inoffensifs. Aller à ce centre de communication force les personnages à se rapprocher du centre de l'île. Alors si cette théorie est vraie, pourquoi ils étaient près du nid d'un T-Rex au début? Il compte pas dans les espèces féroces, le T-Rex. Alors non, on l'a compté dans les végétaux, parce que on s'est dit que ce serait sympa d'ajouter un peu de... Et clairement, Kelly regrette un peu plus à chaque seconde de s'être cachée dans ce putain de camion. L'équipe se met donc en route vers le centre de communication et Sarah sème du sang de bébé dino un petit peu partout, alors qu'elle soutient que, petit 1, le T-Rex a l'odorat le plus développé qui soit, petit 2, elle affirme une théorie selon laquelle les T-Rex ont un instinct parental développé, les amenant par exemple à suivre l'odeur du sang de leur petit. Pour autant, elle s'en tape, le sang ne sèche pas, elle le sait, elle l'explique même. C'est le sang de leur petit, j'ai soigné sa patte cassée et ça ne sèche pas avec cette humidité. Ça attirera à coup sûr 2 prédateurs de la taille d'un bus à impérial, mais après tout, on avisera sur le moment. Sur le trajet, l'équipe fait une pause, l'occasion pour Nick de remarquer que Roland a un bien beau canon. Ce qui se passe sur l'île reste sur l'île. Dieter, le second de Roland, s'écarte du groupe pour aller se soulager, et malheureusement il ne prévient qu'un seul mec, Carter, qui ne l'a pas entendu à cause de sa musique. Bien évidemment, Dieter se perd, se fait bolosser par des compsognathus qui sont visiblement assez physionomistes. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Et qui finissent même par le bouffer. Ça a changé les nécrophages inoffensifs. Carter n'a bien évidemment pas entendu ses appels à l'aide, et le groupe se barre même sans lui, n'ayant pas remarqué son absence. Lorsqu'ils s'en rendent compte, bien sûr, il est trop tard. Une fois la nuit tombée, les flaques d'eau se mettent à trembler, et Sarah comprend assez vite que l'odeur du sang sur sa veste a attiré les T-Rex. Attirer les T-Rex. Attirer les T-Rex. C'est donc avec énormément de discrétion et de délicatesse que les T-Rex s'approchent du campement et que l'un d'eux passe sa tête dans la tente de Sarah. Oui, voilà, alors moi mon chat il peut pas venir dans mon lit sans me déplacer une omoplate, mais là c'est en catimini quoi. Y a pas de justice.
Carter se réveille et pousse un cri qui réveille tout le monde et énerve le T-Rex. Carter, tu es définitivement une plaie. Non, restez à terre, ne bougez pas, ne courez pas. Restez à terre, non mais frérot, je veux bien la vision basée sur le mouvement et tout ça, machin, mais rester à terre et ne pas bouger à ce moment-là, t'admettras que c'est un petit peu contre-intuitif. Roland essaye d'abattre les T-Rex, malheureusement un peu plus tôt, Nick s'est emparé de son beau canon pour lui vider les douilles, mais cela ne nous regarde pas. Ce qui se passe sur l'île. Poursuivi par le T-Rex, une partie des personnages va se réfugier dans une grotte. Non, sauf Carter. Non, c'est une fin de tournage pour Carter. Les autres sont donc acculés dans la grotte, hors d'atteinte du T-Rex, mais au poil de cul. Dans un manque de bol absolu, un serpent se faufile dans la chemise de Patrick Wikipédia, ce qui le fait paniquer. Et c'est une fin de tournage pour Patrick Wikipédia. Le reste du groupe, ceux qui ne se sont pas cachés dans la grotte, prennent la fuite dans les hautes herbes. Malgré le mec qui crie Non! N'allez pas dans les hautes herbes! Bah non, pas dans les hautes herbes les gars. Ils ont jamais joué à Pokémon ou quoi? Ah, je l'ai pas dans mon Pokédex celui-là. Vélociraptor, un carnivore, chasse en meute, environ 2 mètres de haut, un long museau. Bon ben du coup, fin de tournage pour pas mal de gens là. Ah bah va y avoir de la place à la cantine ce midi. Finalement, c'est au tour de Nick et Sarah, rejoints par Malcolm, de s'aventurer dans les hautes herbes. Une nouvelle occasion pour Malcolm d'utiliser son super pouvoir lui permettant d'avertir les gens d'un danger qu'il a cerné il y a 3 plombes. Tenez, là il comprend que c'est pas normal. On va aller voir un petit peu par là-bas. Là il comprend que ce sont des raptors, mais il est pas assez près de la caméra, donc voilà. Et finalement... Courez. Aussi vite que vous pourrez. Courez. Voilà. Allez. Là, on est en mouvement. Ils prennent la fuite et tombent dans un charnier, j'imagine. Yann est blessé, mais Nick présume que le centre de communication est proche. Il décide donc de s'y rendre seul pour faire avancer le scénario. Et il présume bien parce qu'il atteint en effet juste à côté un centre abandonné et ravagé, mais dont le matériel de communication est encore opérationnel, ce qui va lui permettre d'appeler des secours. Pendant tout ce bordel, Roland s'est muni d'un fusil tranquillisant et a réussi son 1v1 contre un T-Rex mâle. Yann, Kelly et Sarah atteignent à leur tour le centre et sont attaqués par des Pokémon de type Raptor. Enfin, ils attaquent surtout le sac porte-bonheur. J'espère qu'il est crédité au générique ce putain de sac tellement il est utile au scénario. Bon, et honnêtement, j'ai envie de passer assez vite sur cette scène, déjà parce que il arrivera rien à ces personnages-là, on le sait, on n'est pas très inquiet pour eux. Puis, débile quoi. Je sais que des gens ont râlé quand Jurassic World a domestiqué les raptors un peu plus tard dans la saga. Même quand on leur a collé des plumes, ce qui a priori rapprochait le truc de la réalité scientifique, mais qui décrédibilisait le plus terrible prédateur de la saga. Mais pour moi, c'est surtout cette scène qui les ridiculise. Ils se comportent pas comme des prédateurs, mais comme des tueurs de slasher, en prenant bien leur temps. Et vas-y que Malcolm fait des petits allers-retours en petite foulée pour pas se faire manger, hop là. Puis vas-y que le raptor pète des vitres comme un gros golemon, même quand il est pas obligé. Vas-y que le raptor tombe à cause des tuiles, puis qu'il se fight avec son pote comme des gros débiles. Clairement, la subtilité du prédateur glacial et intelligent qu'on avait dans le premier film, ici il a été remplacé par le tueur de Scream. Mais alors que je pensais avoir toutes les clés pour le détester, le film arrive encore à me surprendre. Puisque Kelly va s'élancer sur des tuyaux qui devraient casser sous son poids, j'en suis persuadé, mais on va dire que non. Et elle va tout simplement éliminer un raptor grâce à la toute-puissance de la gymnastique. Là-dessus, oui, le film m'a cueilli, j'avoue. Ils t'ont viré de l'équipe de gym? Oui, car curieusement, aucune épreuve de gymnastique n'implique des raptors. Sinon, elle aurait tout déchiré, bien sûr. Bref, à la fin, Sarah s'enfuit grâce à une pirouette et une très jolie chorégraphie. Elle passe par la fenêtre et elle est récupérée devant pas du tout une fenêtre. Et les secours sont arrivés. Le temps d'un plan séquence superflu et nos héros sont sauvés. Kelly lâche une larme en pensant à ce que lui coûtera la psychanalyse qu'elle suivra toute sa vie. Et bien que ça sonne vachement comme une fin de film, non. Dans son extrême générosité, Spielberg nous offre presque 2 films en un. Alors que nos héros quittent l'île, Roland et Jean-Michel FDP ont de leur côté été rejoints par d'autres chasseurs qui préparent le T-Rex pour le convoi. Et ils prévoient d'aller kidnapper à nouveau le bébé T-Rex parce que séparer un père de son fils, c'est cruel. Mais alors que Jean-Michel FDP célèbre sa victoire, Tambo semble ne pas avoir le moral, malgré son trophée, le T-Rex mâle. Eh bien, si Roland est abattu, c'est parce que Ajay n'a pas survécu. Mais si, Ajay! Lui, là, ce personnage anecdotique, qui n'a presque aucune réplique, qu'on ne voit jamais interagir avec qui que ce soit, et pour lequel on n'a développé aucune empathie. Vous voyez, Ajay? Eh ben, ce personnage est mort. Tout le monde s'en fout. Avant de partir, Jean-Michel FDP propose un job au parc de San Diego à Roland, pour le remercier, en somme. Et ce dernier refuse avec une super punchline.
J'ai passé assez de temps en compagnie de la mort. Putain mec, t'es tellement classe. On a tellement envie d'être toi, quoi. En plus, j'ai déjà ta coupe de cheveux et la boucle d'oreille, alors il me manque plus que ton énorme paire de coups. Quoi qu'il en soit, nos héros quittent l'île en jetant un dernier regard sur Jean-Michel FDP se tenant avec le T-Rex. Une fois de retour à San Diego, Jean-Michel FDP a organisé une petite conférence de presse sur les quais pour fêter l'arrivée du T-Rex par bateau. Blablabla, je suis génial et bien plus fort que John Hammond, blablabla, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Le bateau fait finalement son arrivée et quelque chose cloche visiblement. L'équipage ne répond plus et le bateau ne réduit pas son allure à l'approche du quai. Malcolm est de nouveau pris par son super pouvoir, qui est contagieux visiblement parce que Jean-Michel FDP a le même, sauf qu'au lieu de prévenir qui que ce soit, lui, il se casse simplement comme un mec qui vient de lâcher la caisse la plus discrète du monde. Bien sûr, le bateau défonce le quai dans une scène qui est plutôt sympa. Jean-Michel FDP, Malcolm et les mecs de la sécurité montent sur le bateau pour comprendre ce qui s'est passé et on découvre que tout l'équipage a été assassiné. Même dans la cabine. Et là, fun fact, fact du coup, je me rappelais mal de ce moment. Vu comme je porte le film dans mon cœur, vous vous doutez bien que je ne m'empresse pas de le remater souvent. Mais je me souvenais quand même du plan de la main arraché là sur le gouvernail. Et dans mon souvenir, il s'avérait que l'équipage n'avait pas été tué par le papa T-Rex, mais par le petit, qui avait embarqué sur le bateau sans que l'équipage ne s'en rende compte. Et que c'est pour ça que l'équipage a pu être tué, même dans la cabine, sans que la cabine elle-même soit détruite. Dans mon souvenir, c'était volontairement incohérent pour que le spectateur se dise « Mais dis donc, ça peut pas être le gros T-Rex qui a fait ça !» Et là, bim, bébé T-Rex est là aussi. Mais en fait, non. Non, en fait, le petit, il a été amené par avion, il est déjà là depuis longtemps. Sur le bateau, il y a que papa T-Rex. C'est bien lui qui a tué tout le monde, même dans les endroits clos, sans rien abîmer d'autre. Donc en fait, c'est incohérent parce que c'est incohérent. Putain, j'ai tellement détesté ce film, mon cerveau il a fait un déni, il a recréé des scènes. Bien sûr, Yann nous resserre de sa petite spécialité. Que tout le monde descende du bateau! Et un agent de la sécurité relâche accidentellement le T-Rex. Jean-Michel FDP comprend qu'il vient de faire une énorme connerie et Malcolm en profite même pour se foutre de sa gueule. Maintenant, vous êtes John Hammond. Oh non, bébou, si ça peut te consoler, mon opinion reste intacte depuis que je t'ai rencontré. Je t'ai toujours considéré comme une merde, et ça, c'est forever. Maintenant que le T-Rex est lâché, Sarah estime que son premier réflexe sera de trouver un point d'eau, mais que le second sera de chercher son petit. Yann et Sarah mettent donc un coup de pression à Jean-Michel FDP pour savoir où il retient le petit T-Rex. Pendant ce temps, papa T-Rex se balade dans un quartier résidentiel pour trouver son point d'eau, là. Il est arrivé par bateau, pour rappel. Il a quitté le quai d'un port pour trouver un point d'eau. Eh ben, pas étonnant que ton espèce ait disparu. Bref, il fait glouglou dans la piscine, réveillant au passage un gamin et énervant le chien. Le gosse part avertir ses parents que... Il y a un dinosaure dans le jardin. Ce qui est un réflexe pertinent. Et voilà, ça c'est l'image d'un enfant dans un film de Spielberg. Des parents inutiles et réticents, poussés par un gosse compétent. Voilà. Malgré tout, les parents découvrent avec stupéfaction que c'est une fin de tournage pour le chien. Alors j'ai rien dit pour tous les gens que t'as tués jusque-là. D'autant plus que c'était principalement des cons. Mais là, s'en prendre au chien, tu dépasses les bornes, film. Comme si j'avais besoin d'une autre raison de te détester. Suite à ça, le gosse prend une photo du T-Rex avec le flash, ce qui rend le dinosaure furieux. Bon, j'imagine que je devrais retirer ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des enfants compétents chez Spielberg. Tant pis. De leur côté, Yann et Sarah foncent à l'amphithéâtre Jurassic Park pour récupérer le bébé dino. De son côté, papa T-Rex fait du tourisme en ville, le temps pour lui de défoncer un bus et de manger le scénariste du film devant un magasin qui reflète l'équipe technique. Grâce au bébé, Yann et Sarah parviennent à attirer l'attention du papa et à l'attirer jusqu'au bateau. Et cette technique, ça attire pas que les T-Rex, ça attire aussi les fils de pute, parce que Jean-Michel FDP refait son apparition. Nos héros déposent le petit dans la cale et sautent du bateau au plus vite. Jean-Michel FDP, de son côté, n'écoute que sa connerie et sa cupidité, et descend dans la cale pour récupérer ce qui lui appartient. Alors dans un premier temps, il ne trouve que la muselière, ce qui est normalement un signe qu'il faut se barrer. Puis papa se pointe et Jean-Michel FDP comprend qu'il est légèrement en sous-effectif. Il essaye de s'enfuir, mais papa T-Rex le ramène sur le tatami et bébé T-Rex peut alors savourer sa première proie sous le regard fier de son paternel. Oh, c'est si beau quand ils grandissent. Yann referme la cale, Sarah fait un tir badass en slow-mo pour endormir le T-Rex et le calme revient sur le port de San Diego. On a ensuite droit à un journal télévisé qui suit le retour du bateau sur l'île, qui enchaîne direct avec un speech de Hammond expliquant que, je cite, « Les dinosaures ont besoin de notre absence ». Et il ajoute qu'il tient absolument à ce qu'il soit possible de travailler avec les autorités du Costa Rica pour instaurer des mesures permettant aux dinosaures de vivre sans nous. Espèce d'immense sac à merde. Et le film se termine avec la vie reprenant son cours sur l'île d'Isla Sorna, le tout sur fond de beaux discours et de « la vie trouvera son chemin », le plan se terminant sur un ptérodactyle. Voilà,
Donc la vie trouvera son chemin, j'ai toujours pas compris en quoi c'était une bonne nouvelle, hein. Surtout maintenant qu'il y a des dinosaures volants. Je pense que les histoires de pêcheurs qui ne reviennent jamais de cette île ont de bons jours devant eux. Mais visiblement le film m'indique que je dois me sentir soulagé et heureux, c'est une happy ending, donc ok. Et c'est la fin de Jurassic Park, le monde perdu. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je n'aime pas ce film. Mais il convient quand même de me remettre en question. Déjà parce que je l'attaque avec plein d'idées reçues quand même. Si vous avez vu ma première vidéo sur Jurassic Park, vous le savez, c'est un film qui pour moi n'appelle pas à une suite. Pour le reformuler, disons plutôt que si une suite existe, elle existe parce que des personnages idiots ou immoraux ont permis qu'elle existe, et qu'un drame avec des dinosaures soit de nouveau possible. Mais ça, c'est dans ma tête. Après tout, je ne suis pas scénariste. On se connaît pas bien, donc je vous l'apprends peut-être, auquel cas je vous le dis, je ne suis pas scénariste. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, de plus malin que moi, ou dont c'est tout simplement le métier, capable d'écrire une suite correcte à Jurassic Park et de me donner tort. J'aurais adoré qu'on me donne tort. Ensuite, il faut aussi que je me remette en question parce que le film est quand même bourré de qualité. Et d'ailleurs, en guise de ma bonne foi, on va commencer par ça. Tout d'abord, le film a de la gueule. Les effets spéciaux sont très réussis, par exemple. Les dinosaures sont crédibles. J'ai déjà évoqué la scène de la caravane, mais je trouve que le coup de pression est de rendez-vous dans cette scène. La réalisation aussi, c'est du haut niveau. Après tout, ça reste du Spielberg, hein. Le mec se souvient de comment on utilise une caméra, visiblement. Les séquences sont bien chorégraphiées, elles ont une manière très stylisée de montrer l'action. La scène d'intro, par exemple, est assez impressionnante quand on s'y attarde. Mais il y a aussi la scène où Dieter se fait grignoter par les Compsognathus, où la caméra va chercher le sang qui gagne un cours d'eau. C'est une manière très sombre et néanmoins très élégante de nous montrer une mort évidente. Parce que, évidemment, on le sait depuis la première minute que ce mec va crever. Le film, de manière générale, est plus sombre. Et c'est pas déconnant venant d'un Steven Spielberg qui sort de la liste de Schindler. Mais ça l'amène à adopter une esthétique particulière et travaillée. Le film a aussi été pensé comme un docu, filmé à hauteur d'homme la plupart du temps et en effectuant le moins de cuts possible dans ses séquences. Le rythme sera donc plus lent et continu et ça implique le spectateur qui est du coup obligé de partager la même temporalité que les personnages. Il y a notamment la scène de la cascade où la caméra est acculée avec les personnages à l'intérieur de la grotte. La séquence est filmée caméra à l'épaule avec le moins de cuts possible. Tu vas aussi avoir la lumière du soleil qui fait des gros flares pas possibles comme si les contraintes du terrain n'avaient pas pu être contournées au tournage. Enfin, on va aussi avoir des nuits qui ne sont pas vraiment idéalisées. Ce que j'entends par là, c'est que on n'y voit que dalle, hein. Même pas on y voit un petit peu grâce à la lumière de la lune ou je sais pas quoi, non, là c'est le Schwartz complet, on n'y voit que dalle, à peine des silhouettes découpées grâce aux deux pauvres rayons de lumière qui passent à travers les feuilles de l'épaisse jungle de l'île, tout ça pour ancrer l'action dans le réel et filmer au plus près du terrain. Ce qui est pertinent dans un film où, contrairement au premier, qui était censé être contrôlé par l'homme, ici on a un terrain sauvage où c'est la nature qui a repris ses droits. C'est pertinent donc, et c'est bien fait. Tout ça, ajouté à la musique et la photographie, dont j'ai pas trop parlé, font du Monde Perdu un film avec beaucoup de personnalité et une identité qui lui est propre. C'est à souligner, parce qu'on pourra pas en dire autant des autres films de la saga, déjà, mais on peut surtout pas en dire autant des autres blockbusters en général. Surtout pas en 2024. En 1997, en voyant Le Monde Perdu, il y a fort à parier que vous avez vu un film qui ne ressemblait à aucun autre. Vous avez vu un film pensé et travaillé avec une identité qui lui est propre. Mais pour autant, le public de l'époque ne semble pas avoir été conquis lorsqu'il est ressorti de la salle. Et si je ne m'inclus pas dans ce public de l'époque, c'est pour une bonne raison, c'est que je n'en fais pas partie. Le film est sorti en 1997, et moi je suis né en 1996. Autant vous dire que le film a toujours fait partie du paysage pour moi. J'ai jamais eu la hype de l'attendre ou de le découvrir réellement en salle. Non, un jour on m'a juste dit à la maison, tiens, on pourrait se mater le 2. Je m'en foutais un petit peu, pour être honnête. On l'a maté quand même, et puis j'ai pas aimé. Voilà. Pour expliquer un peu ce qui me déplaît ici, dans le 2, il faut que je revienne à ce qui me plaisait dans le 1. Et par-dessus tout, ce que j'aimais dans le premier, c'était le message, le propos. La vie trouve toujours un chemin. Dans le premier film, Malcolm l'énonce comme un fait. Ni bon, ni mauvais, juste immuable. La vie trouve toujours un chemin. Et essayer de la contrôler, c'est se heurter à quelque chose qui nous dépasse. Essayer de se prendre pour Dieu, c'est vouer à l'échec, parce que la vie va te remettre en place. Très très vite. Malcolm le sait, Grant le sait, et Ellie le sait aussi. Les personnages sont attachants parce qu'ils se comportent comme des hommes et des femmes de science, pas juste comme des personnages de fiction. Ils sont émerveillés devant les prouesses scientifiques d'InGen, certes, parce qu'ils en mesurent la portée, mais une fois qu'ils sont redescendus du truc merveilleux, ils peuvent aussi expliquer à Hammond, par A plus B, à quel point ce qu'il a fait est aberrant. Justement parce qu'ils en mesurent la portée, et que lui ne mesure que dalle. Dans la suite, les personnages se comportent comme des caricatures de fiction. Genre Sarah, qui passe son temps à répéter qu'il ne faut pas interférer, mais qui caresse les dinosaures à la première occasion. Jurassic Park m'a habitué à plus crédible. Réaliste, je ne sais pas, mais plus crédible. De la même manière, les personnages qui passent leur temps à ne pas prendre Ian au sérieux quand il joue les crieurs d'alerte, je sais pas si ça se dit mais on s'en fout, c'est convenu, d'accord. Le problème c'est que nous on sait
qu'il a raison. Nous, on a vu le premier film. On sait qu'il dit vrai. Donc ça fait passer les autres personnages pour des cons. Sarah qui clame haut et fort qu'elle est venue sur l'île parce qu'elle sait ce qu'elle fait, etc. Non, elle en a aucune idée. Ça fait pas d'elle une femme forte et indépendante de contredire Yann tout le temps, un coup de « je sais ce que je fais, je suis grande ». Ça fait d'elle un personnage ignorant pour les besoins du scénario. Mais le pire, évidemment, la palme d'or des fils de pute incapables et irresponsables, c'est John Hammond. La raison pour laquelle Jurassic Park 1 n'est pas éligible à une suite, pour moi, dans mon petit cœur, dans ma petite tête, comme je l'ai dit, c'est parce que le film repose sur le principe d'apprendre de ses erreurs. Et le seul qui a plus ou moins à apprendre de ses erreurs dans le film, c'est John Hammond. C'est une idée arrêtée, certes, mais c'est un truc qui est ancré dans ma tête. Dans le premier, Hammond n'est pas vraiment mauvais. Il est, comme le dit Malcolm, un gosse qui joue avec le flingue de son père. Mais bordel, le plan de fin, dans l'hélico, pour moi, il suggère quand même que ce mec est anéanti, parce qu'il sait qu'en rentrant sur le continent, il va devoir prendre des décisions qui vont défigurer, voire détruire le rêve de sa vie. Il va devoir le dévisager pour qu'un drame comme celui d'Isla Nublar ne se reproduise pas. Ça s'appelle assumer ses responsabilités et les conséquences de ses actes. C'est pas facile, c'est un peu amer, certes, mais c'est comme ça. Et ce plan de fin, c'est ce qui rend pour moi Jurassic Park 1 crédible. Et beau dans un sens. C'est ce qui lui donne tout son poids, tout son impact. C'est ça la portée de cette fin pour moi. Un mec qui a réussi à réaliser le rêve d'une vie en apportant enfin un spectacle authentique, sans artifice, et qui a maintenant la conviction qu'il va devoir le détruire, ou au moins l'amputer. Si un drame comme celui-là peut se produire à nouveau, c'est que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, soit par bêtise, soit par manque d'éthique. Le Monde Perdu, dans son extrême générosité, nous offrira les deux. En 4 ans, l'île est toujours secrète. Pas un seul grillage, pas un seul panneau, pas un seul moyen de réguler l'accès à l'île pour éviter, par exemple, que des gens y accostent sans faire exprès. Un homme comme John Hammond, avec les moyens qui sont les siens, peut obtenir ce qu'il veut. Sécuriser cette île, tout en laissant les animaux prospérer, il peut le faire. Quand il veut, il sait dépenser sans compter. Le point culminant de son irresponsabilité et même de sa malveillance à ce niveau-là pour moi, c'est d'envoyer Sarah sur l'île seule pendant 3 jours. Elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'équipement particulier, pour autant qu'on sache, elle n'a même pas particulièrement d'abri ou de véhicule. Comment elle est arrivée là toute seule ? Vous auriez des barres vitaminées, des protéines? Je meurs de faim. Que le neveu capitaliste et cupide reproduise les erreurs du passé, je veux bien. Après tout, on n'est pas censé développer de l'empathie pour lui. Puis les gens qui font des conneries par cupidité et amour du capitalisme, il y en a plein, donc ok. Fait de la merde, meurt, et on n'en parle plus. Mais John Hammond, qui a été sur l'île, qui s'est inquiété pour ses petits-enfants qui étaient dehors alors que les dinosaures étaient en liberté. Ce type qui a vu les conséquences de sa création en étant en première ligne. Comment ce mec-là peut envoyer sciemment quelqu'un seul pendant 3 jours sur cette île? Soit il est atteint de démence, soit il est devenu manipulateur. Mais dans tous les cas, il est devenu complètement antipathique. C'est un sale con! Ouais. Et même le pire de tous les sales cons de ce film, si vous voulez mon avis. J'aurais aimé qu'on me fasse mentir. Mais le film ne fait que confirmer mes a priori. Ce film n'existe que parce que ses personnages sont stupides et immoraux. Comment voulez-vous à ce moment-là que j'en ai quelque chose à faire, que je m'identifie à l'un d'eux? Même Ian Malcolm, qui est écrit pour littéralement représenter les spectateurs, en pointant du doigt toutes les incohérences du scénario et la stupidité de tous les personnages. Même à lui, on peut pas s'identifier. Jurassic Park 2 reste un film bien fait, bien réalisé, avec une identité propre. Un film fait par des êtres humains, avec un vécu et des sentiments, et qui ont insufflé tout ça dans leur travail. Mais malgré tout, que ce soit dans sa diégèse comme dans notre réalité, je trouve que ce monde perdu existe pour de mauvaises raisons. Oh, 20 Dieu que c'est beau!